Donc oui, les mots sont curieux des fois, parce qu'on parle de non-recours, de renoncement aux soins. Enfin, en tout cas, nous, c'est des sujets qu'on traite. Et dans renoncement aux soins, il y a quelque chose qui sonne presque comme enfin, comment dire, c'est presque une étourderie, c'est presque, alors que c'est les conditions économiques, sociales et culturelles qui pèsent et qui font que le système qu'on a pourtant posé comme universel, visiblement, il y a quelques trous dans la raquette. C'est pour ça qu'on a voulu inviter Pascal Brice, qui est le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, euh, pour que lui nous porte un éclairage, si possible, qui nous dérange un peu dans nos certitudes. On va essayer, ça a bien commencé, je vais essayer de poursuivre. Merci, ça ne m'étonne pas de la part des organisateurs de ce moment de réflexion et d'hommage et de perspective que de laisser un temps pour regarder ce qu'est la sécurité sociale pour au moins 10 millions de personnes dans ce pays, de femmes et d'hommes et de familles. Au moins, puisque j'en reparlerai, il s'agit sans doute ici non seulement de celles et ceux qui sont sous le seuil de pauvreté, vous savez, plus de 10 millions de personnes, 15%, j'y reviendrai. Il n'y a jamais eu autant de pauvres, vous le savez, dans ce pays depuis 30 ans. Mais au-delà même, celles et ceux, parce que c'est cela qui me frappe, et je crois que ça fait écho, et je reviendrai à plusieurs reprises sur ce qui a été évoqué, notamment lors de la table ronde précédente, à une forme de continuité, de continuum de précarité qui va au-delà de celles et ceux qui sont statistiquement en dessous du seuil de pauvreté. Si nous regardons ces hommes et ces femmes au regard de la sécurité sociale, nous voyons bien combien, vous le savez sans doute également dans vos engagements, il s'agit de personnes qui ont la caractéristique de cumuler des risques. Celles et ceux qui sont couverts par la protection sociale. Et donc d'avoir des besoins de protection, ce ne sont pas les seuls d'ailleurs à cumuler parfois, mais là vous avez toute une série de risques qui sont cumulés par des personnes qui sont dans ces situations de pauvreté et de précarité. Leur autre caractéristique au regard de ce système que nous avons et que vous avez très bien décortiqué tout à l'heure dans son évolution historique, c'est que pour l'essentiel, elles relèvent de logiques de solidarité et très peu de logiques d'assurance. Encore que, ça a été évoqué tout à l'heure, avec le développement du phénomène dit des travailleurs et des travailleuses pauvres, vous avez là des hommes et des femmes qui cotisent et qui sont dans des logiques d'assurance et qui sont pourtant dans la pauvreté et la précarité. Mais pour l'essentiel, il s'agit là de logiques de solidarité. Et j'y insisterai car il me semble que si l'on pose le regard, comme ça commence à être fait tout à l'heure dans le contexte politique, économique et social que nous connaissons en France et ailleurs, et en perspective, on voit bien qu'il y a là probablement à la fois un élément de fragilisation très profond, mais aussi peut-être de perspective, et c'est là où j'aurai notamment l'occasion de revenir sur quelques-uns des points qui ont été évoqués, qui me semblent, du point de vue des personnes en situation de pauvreté et de précarité, et bien sûr des associations qui les accompagnent, riches de perspectives. Redisons que historiquement, on a parlé, Jérémy nous l'a rappelé tout à l'heure, le terme d'universalité. Tu redisais combien il est dans l'esprit des Français très largement associé à la protection sociale. Nous savons en réalité que l'exercice de la solidarité vers les plus précaires, celles et ceux qui ne sont pas dans des logiques d'assurance, faute de travailler ou de travailler assez, est finalement assez récente dans l'histoire de la protection sociale. Ce qui me conduit d'ailleurs à aller un peu au-delà du concept ou de la réalité de sécurité sociale pour aller plus vers celui de la protection sociale, même si vous savez comme moi que l'essentiel ou la quasi-totalité de ces prestations sont versées par des organismes de sécurité sociale, mais financées par l'impôt. Et donc, j'aurais un questionnement sur cette réalité de l'universalité. D'ailleurs, j'ai été, je ne sais pas, Jérémy, comment interpréter, tu nous le rediras peut-être, comment, par miracle, le terme d'assistanat n'est pas apparu dans la liste négative que tu évoquais. Et je soupçonne que c'est parce que sans doute que les personnes qui ont été interrogées ne croient pas totalement à l'universalité. C'est-à-dire que peut-être que dans l'esprit public, il y a la sécurité sociale qui relève de l'assurance et de celles et ceux qui bossent et qui du coup ont une protection à ce titre, et puis la solidarité, et peut-être que si on leur avait demandé quelles sont les connotations, les mots qui vous reviennent à propos de la solidarité, peut-être qu'hélas à ce moment-là, ce terme très présent dans l'esprit public, j'y reviendrai,
serait apparu. Alors évidemment, je vous remercie d'autant plus d'inscrire cette question des pauvres et des précaires au regard de la sécurité sociale que nous sommes, vous le savez tous et tous, dans un moment très préoccupant sur le plan de la situation de la pauvreté et de la précarité dans le pays. On est dans un pays, vous le savez toutes et tous, où ces réalités-là, en termes numériques, ne se réduisent plus depuis plus de 30 ans. Après une réduction massive dans les années 70. Et on a même, depuis la sortie du Covid, une hausse à nouveau de ces réalités, d'autant plus je vois bien partout dans les associations membres de notre fédération, partout dans le pays, qu'elles relèvent des réalités extrêmement enracinées, dans des catégories de population très variées. On parlait des jeunes, étudiants ou sortis de l'aide sociale à l'enfance. On parlait des personnes âgées. Moi, je m'inquiète dans la série du cumul des besoins de protection et des risques, de voir partout, et c'est démographiquement naturel, même si hélas vous savez bien que les personnes à la rue décèdent plus tôt que les autres, voir apparaître de plus en plus des réalités, c'est vrai pour la protection sociale comme pour les associations, les collectivités ou l'État, qui sont celles de personnes vieillissantes à la rue. Et c'est évidemment une réalité démographique qui va de plus en plus s'installer. Les femmes, ça a été signalé tout à l'heure, il y a une question structurante sur la question des femmes, parce que ce sont elles qui sont en situation de famille monoparentale, ce sont elles qui subissent les violences. Ce sont elles aussi qui, à bien des égards, subissent le plus directement les changements climatiques. On a donc là des questions extrêmement structurantes qui se posent. Je voudrais d'abord commencer par dire, après avoir souligné cette particularité qui fait la position finalement de ces hommes et de ces femmes en précarité et en pauvreté au regard de la sécurité sociale, de ce grand acquis de notre pays, c'est d'abord dire que d'ores et déjà la sécurité sociale est essentielle dans la lutte contre les inégalités et dans la protection contre la pauvreté et la précarité. Je pense qu'il est toujours très important que nous puissions le rappeler. Ça a été dit d'ailleurs visiblement, les Français, Jérémy le savent, on le redit dans cette étude. Redisons qu'alors que nous avons 15% de taux de pauvreté en France aujourd'hui, sans l'ensemble des redistributions qui pour l'essentiel relèvent des prestations des minima sociaux, et donc dans ce concept de protection sociale au sens très large et élargi progressivement, c'est l'occasion aussi de saluer celles et ceux à qui nous devons cela. Je pense à Michel Rocard ou à Lionel Jospin ou Martine Aubry. C'est pas mal quand même de se rappeler que c'est à ces moments-là, avec quelques autres, que ces étapes-là complémentaires ont été franchies pour ajouter à l'universalité, ou en tout cas tendre un peu plus vers l'universalité de ce système de protection sociale. Eh bien, sans tout cela, ce n'est pas 15% de taux de pauvreté que nous aurions en France, mais 22%. Et ceci nous range, quand on se compare, machin, etc., parmi les pays de l'OCDE les plus protecteurs. Et c'est ça l'un des paradoxes sur lesquels il me semble qu'il faut que nous puissions être très attentifs et ne pas regarder ailleurs. Comment se fait-il que nous soyons l'un des pays les plus protecteurs au monde et celui où pourtant la pauvreté non seulement ne baisse plus depuis 25-30 ans, mais recommence à augmenter, s'enracine, s'installe, y compris, vous le savez très bien, dans des régions, et j'en vois partout, des départements où le taux de chômage est inférieur à 5%. Donc, c'est dire combien, du point de vue des pauvres et des précaires, en tout cas du point de vue des associations qui les accompagnent, cette question de la protection sociale est centrale. Alors, je voudrais évoquer maintenant 3 ou 4 points, mais en faisant largement écho à ce que les 3 précédents intervenants, mais aussi Gilles Candard, que j'ai eu plaisir à entendre à nouveau, ou Jérémy, ont évoqué. Je voudrais évoquer 3 points, parce qu'évidemment, il y a ces acquis fondamentaux, mais il y a aussi des insuffisances, des lacunes, des trous, et puis surtout des inquiétudes pour l'avenir. Et surtout, et j'en ai entendu là, des pistes pour agir, du point de vue des pauvres et des précaires. Évidemment, ça a été évoqué, l'une des questions principales qui se posent du point de vue de l'effectivité de la protection sociale pour les plus pauvres et les précaires, ça a été dit très bien, vous l'avez dit madame tout à l'heure, c'est la question du non-accès aux droits. Redisons-nous qu'au moment où nous nous parlons, pour l'essentiel des prestations, 30% des personnes qui devraient en bénéficier n'en bénéficient pas, ça n'est pas marginal. 30%, donc il y a un problème structurel dans notre protection sociale. Et je voudrais de ce point de vue-là ajouter une pierre à ce qui a été dit auparavant.
Je pense qu'il y a un enjeu fondamental que je souhaiterais que nous puissions introduire dans les réflexions à venir, ou que vous puissiez introduire, parce que vous êtes beaucoup plus savants que moi en la matière, sur l'avenir de la protection sociale. Mesdames et messieurs, débureaucratisons. En tout cas, c'est ce que demandent les hommes et les femmes en précarité. Reconstruisons une protection sociale sur des bases de débureaucratisation. Je ne jette la tête à personne, je suis fonctionnaire, je sais très bien ce que c'est que le fonctionnement de l'État. Et j'adore le fonctionnement de l'État à bien des égards. Mais la bureaucratie, on voit bien ce que ça donne, notamment du point de vue de l'accès pour les plus précaires et les plus fragiles. Et au-delà, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que moi qui m'intéresse dans la période dans laquelle nous sommes, c'est trouver les points qui font la continuité dans la société, là où les fragilités vont au-delà des pauvres et des précaires, et où les leviers d'action vont au-delà des pauvres et des précaires. Et ben voilà, la haine de la bureaucratie, c'est général, tant qu'on ne la confond pas, bien sûr, avec la dérégulation. Donc la question du non-accès aux droits, elle est absolument centrale pour les personnes étrangères. Tu l'as cité tout à l'heure dans ton introduction, les refus de soins font partie du non-accès. La Fédération des acteurs de la solidarité est en train de renouveler son observatoire des refus de soins. C'est une problématique majeure, notamment pour les personnes étrangères, mais pas seulement, pour les précaires de manière générale. Le deuxième angle, je dirais, de lacune que je voudrais souligner, ce sont bien sûr les risques non couverts. Mais je voudrais, de ce point de vue-là, vraiment rebondir sur certaines des pistes qui ont été évoquées tout à l'heure que je trouve riches de potentialités. Ça a été évoqué, vous l'avez fait, madame, très bien tout à l'heure, sur la question de l'alimentation. Et ça, du point de vue des associations, c'est un angle de réflexion majeur. Parce que vous avez des associations, vous le savez, qui sont pleinement engagées dans ce système qui a conduit à compenser les lacunes béantes de la protection sociale et des politiques publiques du point de vue de l'accès à l'alimentation pour les plus fragiles, et heureusement, mais qui sont aussi, toutes et tous, très lucides de la manière dont ils sont pris dans un système qui, à tous égards, du point de vue social comme du point de vue écologique, n'est pas tenable. Et donc, il me paraît très clair que sur le plan de l'avenir de la protection sociale, la question de l'alimentation, de la sécurité sociale alimentaire ou d'autres perspectives est majeure. Il suffit de voir ce que sont les distributions alimentaires par nos associations depuis la sortie du Covid. Je le voyais encore là en venant vous voir de chez moi à Malakoff. C'est partout, dans toutes nos associations, c'est comme ça aujourd'hui. J'ai été très heureux qu'on évoque évidemment la question du changement de régime climatique. Parce que là aussi, du point de vue des pauvres et des précaires, mais aussi du point de vue de l'ensemble de la société, de fragilités qui croisent et qui traversent et qui embarquent et qui font peur et qui en même temps ouvrent des perspectives pour l'ensemble de la société, la question du nouveau régime climatique, elle est centrale. C'est la raison pour laquelle notre fédération a ouvert un espace de transformation écologique juste avec Maëlys Dupont, qui est l'une des héritières de Bruno Latour, pour penser l'action sociale et le travail social à partir des personnes en pauvreté et de précarité, de leurs expertises et de leur situation de vie. Et on voit bien que la construction, la refondation de la sécurité sociale ne pourra pas, me semble-t-il, se faire sans intégrer ces dimensions-là qui sont tout à fait essentielles, notamment pour les personnes en pauvreté et précarité. J'y ajoute également, même si on est sur des prises en compte de risques qui ne sont pas totalement intégrés à la sécurité sociale aujourd'hui, tout ce qui relève de la précarisation du travail, notamment pour les femmes, les discontinuités qui pèsent sur les plus fragiles. Je voudrais aussi en terminer sur ce point de vue-là, livrer une incompréhension de ma part, mais qui est une incompréhension qui est une fausse naïveté, mais je suis quand même très frappé de voir, du point de vue de la lutte contre la pauvreté et la précarité, le défaut d'articulation entre ce qui relève des politiques publiques de l'État ou décentralisées et la protection sociale. Quand on voit les conséquences des dysfonctionnements de politiques publiques, de la manière dont elles fabriquent de la précarité et de la pauvreté, je pense à la politique migratoire, je pense à la politique de la psychiatrie, je pense à la politique du logement. Vous savez, moi je dis souvent aux ministres qui se plaignent de les associations, il y a toujours du monde. Je dis, regardez qui est là, Vous saurez vite d'où ça vient. Des travailleurs qui ne sont pas assez payés dans les entreprises, je ne dis pas que c'est facile, et des gens qui sont dans des trous de plus en plus béants des politiques publiques en repli. Et donc l'articulation de politiques publiques et de l'action de la protection sociale, dans une approche territoriale, parce que c'est ça aussi qui manque. Moi je vois la situation un peu partout dans les départements. C'est cela qui manque. Et puis j'en termine sur un troisième point qui est
la question fondamentale de ce qui a été évoqué en termes de compromis social ou de contrat social. Parce que les pauvres et les précaires, s'ils m'autorisent à avoir ce propos-là, en tout cas en tant que fédération d'associations qui les accompagnent, sont évidemment les victimes les plus désignées de l'érosion de la solidarité dans le pays ou de l'esprit de solidarité dans le pays, qui n'enlève rien aux enthousiasmes, aux réalités, vous en faites partie, nous en faisons partie. Mais il me semble que ça a bien été dit, il y a quelque chose notamment dans l'érosion du travail. Ça a été très bien dit tout à l'heure par l'un des intervenants, me semble-t-il. Dans l'érosion des classes populaires et des classes moyennes, qui sont le cœur de ce qui a été construit en 1945. Il y a quelque chose là qui, évidemment, est du plus grand danger d'abord pour les pauvres et les précaires. Pas seulement, mais d'abord pour les pauvres et les précaires. Et il me semble, et notamment pour les étrangers, confèrent, l'AME, etc., mais pas seulement. Ce qui me conduit à penser qu'il y a au moins deux pistes qui ont été évoquées, d'ailleurs en tout cas une qui me paraît essentielle. La première, c'est la question du financement. C'est-à-dire que si l'on veut construire le nouvel âge de la protection sociale sur le nouvel âge du contrat social dans notre République, la question de la place du travail, du financement par le travail, de la part du financement qui pèse sur le travail est centrale. Et donc évidemment, toutes les pistes qui ont été évoquées pour envisager d'autres formes de financement ou complémentaires me paraissent essentielles. Je voudrais aussi ajouter un point, parce que pour moi, s'il y a crise du contrat social, et je crois qu'il y a crise du contrat social, s'il y a prédominance de ces épithètes négatives dont tu parlais tout à l'heure, Jérémy, dans le regard posé par l'essentiel de la population sur la sécurité sociale, c'est qu'il faut regarder des deux côtés du contrat. Alors, on n'a pas très envie de regarder du côté de ceux qui instrumentalisent, et ils sont puissants. On ne va pas trop regarder non plus du côté des classes possédantes qui sont assez suicidaires pour organiser leur propre mort, et la nôtre avec elles. Mais regardons du côté aussi des classes populaires, des classes moyennes au travail qui, encore une fois, voient leur situation sociale s'éroder, économique, sociale, s'éroder. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a, sur le plan de ce qui se passe, et c'est quelque chose de délicat dans le monde associatif, et que nous mettons pour notre part en discussion avec les personnes concernées. Qu'est-ce qui se passe entre les personnes bénéficiaires de la protection sociale, personnes précaires et pauvres, et le reste de la société qui finance? C'est pour ça que j'en tiens pour ma part, mais je serai rapide à ce stade, sur la notion d'engagement réciproque. Je pense qu'il y a là quelque chose à construire, en l'état de déconstruction du contrat social. J'en termine avec un dernier point qui est un point d'illustration dans l'actualité. Et Gilles, ça me donnait à penser que, mais je pense que ce n'est pas très original dans votre esprit, ça me donne à penser, en vous écoutant tout à l'heure, que certaines forces politiques devraient se demander si nous ne sommes pas en 1928. Vous savez que le gouvernement a relancé le débat autour de l'allocation de solidarité dite désormais unifiée. Bon. Je voudrais le prendre comme illustration des réflexions de fond qui nous attendent, collectivement. Je mets de côté immédiatement des hésitations politiques, mais je ne vous cache pas qu'elles existent. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, faut-il être assez intelligent ou pas assez intelligent pour aller dans des discussions, etc., en l'état, etc. Bon, bref, ça c'est une autre affaire, mais elle est réelle. Mais au fond, cette histoire d'allocation de solidarité unifiée, qui vise, vous le savez, à fondre les barèmes de quelques prestations sociales fondamentales, le RSA, les APL, la prime d'activité. Pourquoi est-ce que ça me paraît important du point de vue du débat qui nous occupe aujourd'hui, les précaires et les pauvres du point de vue de la protection sociale et l'ensemble de la société et le contrat social? Parce qu'il y a désormais, me semble-t-il, deux façons de concevoir cette évolution-là. Une première, qui est celle, hélas, que l'on peut craindre, qui est de livrer en pâture la solidarité, de déconstruire un peu plus la solidarité, en expliquant que ça va être le moyen de faire en sorte qu'enfin, les pauvres se mettent au boulot. Bon, et ça, on voit très bien comment ça peut se construire, on l'entend dans une partie de l'échiquier politique. Mais il y a une autre façon de défendre une mesure de cette nature, qui est fondamentale à mes yeux, qui est justement de remettre la solidarité, les prestations de solidarité, dans le sens de ce qui devrait faire la reconstruction de la solidarité et du contrat social. Du point de vue d'abord de l'accessibilité, de la lisibilité pour les plus pauvres et les plus précaires, c'est évidemment la question du non-recours. Et c'est pour ça qu'une fédération comme la nôtre est fondamentalement favorable depuis toujours à de telles évolutions.
qu'on arrête de laisser les gens dans le maquis bureaucratique de tout cela. Mais aussi de lisibilité pour le reste de la société. Travailler. Et de manière à ce que chacune et chacun puisse savoir précisément de quoi il s'agit, de quoi on parle. Et c'est pour ça que les propos de tout à l'heure sur la prestation universelle me paraissaient dignes d'intérêt de ce point de vue-là aussi. Voilà. Ce sont, je vous le signale, des discussions qui vont nous occuper dans les semaines et les mois qui viennent, toutes et tous. Mais on a là, me semble-t-il, un exemple parmi d'autres de ce qui peut être utile à la refondation de la solidarité ou au contraire être utilisé pour la déconstruire un peu plus. Merci beaucoup, Pascal Brice. Et maintenant, nous allons promptement laisser la place à Sarah Proust, Marguerite Cazeneuve, Éric Badonnel, Mireille Stivala, Jérôme Gage, Carole Azé et Yannick Monet. Je vous amène vos petites pancartes.